Bonjour tout le monde et bienvenue à notre dernier rendez-vous de la semaine. Rendez-vous du 19 juin 2020. Alors, encore une fois, ce soir, ça a passé vite. Hein? C'est la première fois qu'on est avec vous, que je suis avec vous sur les Twitter du lundi au vendredi pour notre demi-heure foot ensemble. D'habitude, on le fait qu'en audio. C'est la première semaine qu'on réussit à vous livrer 5 shows directement alignés sur l'Impact de Montréal dans une semaine. Je suis vraiment content du résultat. Ce soir, dans le podcast, on va se parler du tournoi du côté de Orlando. Bien sûr, rien n'est moins sûr, rien n'est moins certain. Avec toute la pandémie actuelle et tout ce qui se passe du côté d'Orlando, ça n'a pas été une bonne journée, on va se le dire. Et on regarde tout ça avec vous. C'est d'ailleurs la question sondage sur Twitter aujourd'hui. Donc, on va regarder tout ça avec vous. Alphonso Davies, nommé recrue de l'année en Bundesliga. Je pense que ça se comprend bien. Toute une performance pour le jeune Canadien, 19 ans. Wow, de toute beauté. Le podcast BBN, ça débute maintenant. Alphonso Davies, je vous en parlais, et 28 matchs, 3 buts, 4 passes décisives, a réussi à atteindre 36,51%. C'est kilomètre-heure, je veux dire. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Les performances d'Alphonso Davies, 28 matchs, 3 buts, 4 passes décisives, c'est wow. Et 36,51, ça commence à être vite en tabarouette pour le Roadrunner. Donc, Alphonso Davies qui l'a pas volé à personne, le titre de recrue de l'année en Bundesliga. Et on est fiers, on est content, on est très heureux pour lui, très heureux pour les performances qu'il accorde, très heureux pour les résultats également qu'on obtient du côté du Bayern. Présentement, il faudra retrouver, bien sûr, un moyen de resserrer les rangs et d'améliorer le classement, de resserrer tout ça, parce que présentement, c'est quelque chose de pas facile. Mais reste que n'en demeure pas moins Alphonso Davies, comme je le disais, il ne l'a pas volé à personne. Toute une performance du jeune Canadien cette année à 19 ans. Il y en a encore à prendre, le jeune. Et c'est vraiment en bonne voie. Donc, ça, c'est vraiment plaisant. On va sauter tout de suite à la question sondage Twitter du jour parce que c'est le cœur du sujet. Et je veux qu'on prenne le temps. Là, on finit la semaine avec ça. Et je veux qu'on regarde. Il y en a une couple qui sont nerveux avec le tournoi du côté d'Orlando. Ça va avoir lieu, ça n'aura pas lieu. Faut-tu s'inquiéter, faut-tu pas s'inquiéter? C'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. On y va pour le foot, on y va pour l'argent du côté des propriétaires et de la Ligue. On va essayer de décortiquer tout ça avec la question Twitter du jour. La question Twitter du jour, elle va comme suit. 2 cas de COVID en 24 heures au sein de la MLS. Craignez-vous que ça nuise à la tenue du tournoi? C'est très, très, très partagé, vos réactions sur le compte Twitter juste ici de podcast BBN. Donc, 56%, 56,5% oui, 43,5% non.
c'est très, très partagé. Et vous avez pas tort, là. Vous avez vraiment pas tort de craindre tout ce qui peut se passer du côté de la MLS. Je voulais essayer de vous mettre ça un petit peu plus gros. Je vais revenir, ça marche pas. Donc, là, sondage très partagé. Je vous lis quelques commentaires que j'ai vus passer aujourd'hui. Eve Julia qui nous dit c'est plutôt l'éclosion du côté de la Floride. On va regarder dans quelques instants des statistiques qui pourraient être très intéressantes sur la Floride. Je vous invite à rester des nôtres et même à partager pour que les gens nous suivent. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, amenez vos amis. Mais F. Julia, donc, c'est plutôt l'éclosion en Floride. Kevin Duska qui nous dit le tournoi ne devrait pas être tenu. Point à la ligne. Ce n'est pas important. À la base, l'idée est un peu arnaqueuse. Et maintenant que la Floride est l'épicentre du virus, il serait irresponsable de le tenir. Donc ça, c'est les commentaires de Kevin Duska. Pour revenir aux commentaires de Eve, c'est plutôt l'éclosion en Floride. Je voudrais prendre quelques instants, citer aujourd'hui un tweet de Jérémy Filozoc. Vous pouvez entendre au 98.5 FM et sur IMFC Radio, qui affirmait donc aujourd'hui qu'il y avait 3800 nouveaux cas en Floride. Le Lightning qui a fermé son centre d'entraînement, les joueurs des Jays et des Phillies qui sont testés positifs. Les Jays ont fermé également un centre d'entraînement. Donc, est-ce qu'il faut craindre, est-ce qu'il ne faut pas craindre l'épidémie actuelle ou ce risque de deuxième vague pour faire un peu le portrait de la situation? Je vais vous présenter un peu dans l'état de la Floride, l'état réel de la situation. On a présentement 89 748 cas. Et là-dessus, il y a 87 643 cas que ce sont des résidents de l'endroit directement. On a 12 000, un petit peu plus de 12 007 hospitalisations pour 3 100 décès. Et ça, c'est l'état de la Floride. Si on regarde donc Orlando, le Orange County, directement, les cas totaux sont de 4 274. Là-dessus, il y a 4 156 résidents. Il y a un non-résident. Il y a un résident, mais qui est à l'extérieur de la Floride présentement. Il y a 117 non-résidents qui sont atteints. 48 décès, 389 hospitalisations chez les résidents de l'endroit et 37 chez les non-résidents. Donc, l'infographie sur laquelle je me fie, c'est directement la carte interactive de la Floride. Si vous avez de l'intérêt, je vous partagerai sur les réseaux sociaux, finalement, les détails, comment mettre la main, comment aller la chercher, cette fameuse carte-là qui nous donne finalement l'accès à ces données statistiques-là. Mais elles sont là, elles sont bien présentes, bien réelles, et on voit clairement la courbe des nouveaux cas chez les résidents par jour. Bien, elle est en augmentation là, depuis, je vous dirais, le 8 juin à peu près, là, on est vraiment reparti vers le haut. Donc, il faudra faire attention, bien évidemment, si on transpose l'ensemble des joueurs de la MLS du côté de Orlando, il faudra être prudent. Et en parlant aujourd'hui avec Kevin Duska sur Twitter, donc un des nombreux auditeurs qui a réagi à la publication et à la question sondage Twitter du jour. Il disait là, à 110%, il faut mettre la santé devant l'économie.
On jongle avec ça parce que c'est pas facile présentement. On se fera pas de cachette, là. On se mettra pas la tête dans le sable. Il va y avoir des pertes énormes, énormes, énormes en MLS cette année. Et non, j'ai pas buggé. Non, c'est pas le disque qui a sauté. C'est moi qui a vraiment répété 3 fois. Donc, ça va être incroyable, les pertes financières dans la MLS cette année. Donc, le tournoi de Orlando essaie un peu de venir sauver les meubles sur une saison de misère pour l'ensemble du circuit Garber. Et c'est pas principalement le bleu, blanc, noir, c'est pas l'Impact, c'est l'ensemble des clubs et des formations qui desquels découlent, je devrais le dire comme ça, à la billetterie, donc au tourniquet, une bonne partie de leurs revenus. Donc, on essaie de mettre la main sur des revenus publicitaires, des revenus télévisuels, des droits de télé. Au cours d'un tournoi qu'on va étaler du 8 juillet prochain au 11 août. De deux choses l'une, moi je pense que le spot il est bon. J'ai vu des commentaires là, à l'effet qu'on ne devrait pas faire ça là, qu'on devrait faire ça ailleurs. J'ai vu entre autres sortir Vancouver dans les listes possibles d'endroits. Moi je pense sincèrement que Orlando et le ESPN Wide Sport est l'endroit de prédilection pour la tenue de ce genre d'événement-là où on va avoir accès à plusieurs plateaux. On ne peut pas, sincèrement, ça serait impensable de regrouper 26 équipes et de promouvoir des matchs et des entraînements sur un seul terrain. On ne pourrait pas, même si on voudrait, puis même si on commence à déconfiner au Québec, je vous donne l'exemple du Québec, là, parce que je ne veux pas donner de statistiques ou d'informations sur les autres villes que j'ai pas et que je pourrais pas démontrer, mais mettons Montréal déconfine à partir du 22 juin le sport. Donc, on pourrait avoir des matchs de l'Impact de Montréal éventuellement. Donc, on pourrait avoir à peu près tous les matchs de la MLS. Mais trouvez-vous logique, sincèrement, qu'on regroupe 26 équipes, 3 matchs par jour au Stade Saputo et qu'au travers de ça, on tienne les entraînements? Moi, je pense que c'est impensable. Donc, là-bas, la formule tournoi, la formule Coupe du Monde qui nous a été présentée dans un environnement, je vais dire sain et sécuritaire, je vais l'appeler comme ça pour l'instant et je vous explique pourquoi tantôt. Je pense que c'est l'endroit idéal où on a accès à plusieurs plateaux, où on a des chambres, on a de l'hébergement en masse, de trouver de l'hébergement, que ce soit à Vancouver, que ce soit à Toronto, que ce soit à Montréal, pour 26 clubs, plus le staff technique, plus l'équipe médicale, plus les médias. Ça commence à être toute une logistique à mettre en branle et à mettre en place pour réussir à offrir de quoi de logique et à essayer de limiter les déplacements tout en contrôlant les cas et les possibles éclosions de cas de COVID. Donc, il faudra faire énormément attention. Et la COVID, là, je veux juste faire un point et je veux revenir, là, je vais revenir sur la carte de la Floride. Je vous pousse ça à l'instant. Si on regarde les cas, on voit que plus on s'en va dans le sud de la Floride, et ceux qui l'écoutent, là, j'essaie de vous l'expliquer là, correctement pour les auditeurs qui sont en formule audio du podcast. Plus on descend dans le sud de la Floride, je vous dirais qu'au nord et à l'ouest, on est quand même pas si pire. Il y a peut-être un petit peu plus de difficultés du côté de Jacksonville, mais sinon, on s'en sort bien. À Tampa, ça va pas bien. À Orlando, ça va pas bien. Et le secteur là, de Miami, c'est difficile également. Mais par contre, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est qu'on est dans une situation où
on pourrait mettre en place les gens, les clubs, les groupes dans un environnement contrôlé. Et ça, c'est le mot-clé dans ce que je vais vous dire. Et moi, je dis à la MLS, go for it. On y va tant qu'on peut. On y va, on fonce dans ce tournoi-là, MLS. Mais par contre, il faut que l'environnement soit contrôlé et contrôlable. Comprenez-vous? Donc, de voir, par exemple, et je reviens à l'exemple de Montréal, de voir tous les gens, tous les clubs, toutes les organisations et leur structure se promener à l'intérieur de Montréal parce qu'on était obligé de réserver dans plusieurs hôtels, qu'on a dû donner accès, par exemple, au Stade Saputo, au Stade olympique, au Centre Claude Robillard. Donc, de les voir se promener un peu partout en ville, d'être obligé de chercher des tables, des restaurants. Pour moi, ça ne fait pas de sens. C'est trop difficile de contrôler l'environnement. Si on les met à Orlando, qu'on s'assure que sur le site, il n'y en a pas de cas, bien, la COVID, là, on ne va pas l'inventer. Elle ne va pas apparaître. Elle n'attend pas les joueurs d'une piscine. Elle n'est pas sur hold dans un spa, comprenez-vous? Si on dit, OK, l'environnement, présentement, elle est fermée, elle a été désinfectée, elle est prête à vous accueillir. On vous garantit que présentement, dans le périmètre du ESPN Wide Sports, il n'y a aucun cas possible et que les gens qui sont là ne sortiront pas de là le temps du tournoi. Donc, ils vont être là, ils vont être sur place, ils vont demeurer là. Fine, allez-y. À partir du moment où on me dit, moi, toutes les équipes sont testées et on sait que les équipes, finalement, ils vont partir, ils vont arriver à même sur le site, ils vont débarquer là. Merci, bonsoir, on ne sort plus de là. La COVID, elle n'arrive pas par la voie des airs. Elle n'arrive pas d'un coup de vent. Elle n'arrive pas. Donc, si on n'est pas directement en relation avec un univers qui peut être contaminé, n'a pas de danger. Donc, de réunir 26 équipes, on pourra en réunir 50 si on sait que l'univers, elle est protégée, elle est claire et que les gens qui entrent dans cet univers-là ne sont pas atteints. Il ne faut pas inventer de problème. Il ne faut pas inventer un problème où est-ce qu'il n'y en a pas, comprenez-vous? Donc, moi, je ne suis pas prêt à faire la concession et je suis comme vous, là, j'ai hâte de voir du foot, là, mais j'aime aussi bien avoir 26 clubs dans MLS en santé et voir des athlètes se développer l'an prochain, finalement, que des voir tout atteints, malades, dépérir, scraper leur saison, scraper leur carrière. J'aime aussi bien qu'il n'y ait pas de saison, comprenez-vous? Donc, là-dessus, moi, ce que je dis, c'est que le move économique, il est compréhensible. Parce qu'on a beau dire, et là, je vous le dis, là, si vous n'avez jamais brassé de la business un peu, là, il y en a plein. Là. Vous en avez vu des gens qui ne se sont pas relevés de la crise et elle n'est pas finie. On est dedans, on est à l'intérieur de cette crise-là. Mais on a vu des sportiums fermés, on a vu des sales fermés, on a vu des entreprises, name it, là, il y en a plein. Les Cosmos, restaurants du côté de Lévis, de Québec, des entreprises également bien établies comme Rateman. Bref, c'est pas facile, la crise. Mais qu'on dise... Regarde, on shut down la saison actuelle. Les propriétaires vont perdre un peu d'argent, on viendra l'année prochaine. No way. Et il n'aura peut-être pas... C'est ce bout-là qui est important. C'est que de shut-downer maintenant, il n'y en aura peut-être pas de saison prochaine, puis d'autres, comprenez-vous? Parce que de un, on ne sera peut-être pas remis de la situation au début de l'autre saison. Donc, si on attend que tout soit aseptisé, on risque d'attendre longtemps. Là, avant qu'on dise le risque qu'on prend, il est zéro.
c'est pas facile. Pas facile d'arriver à un risque zéro. Donc, ça va être long, ça va demander du temps. On est en train de voir l'apparition d'une deuxième vague. On ne la souhaitait pas, on ne la voulait pas. On espère qu'elle ne se rende pas jusque chez nous. Mais c'est quelque chose qui est là, qui est dans l'air, qui est dans l'environnement présentement. Donc, cette deuxième vague-là, là, clairement, on la voit arriver. Là. Comment est-ce qu'on va la contenir? Ça, entre le stimuli et la réaction, c'est notre prise de décision qui va décider comment est-ce qu'on gère le problème, comment est-ce qu'on gère le dossier. Mais entre le stimuli et la réponse, il y a ce qu'on appelle la liberté de choix. Donc, c'est quoi la liberté de choix de la MLS? C'est de tenir un tournoi qui ne sera pas idéal, ne sera pas dans des conditions idéales. Il n'y aura pas de fans, les revenus ne seront pas là, mais on va limiter la perte et peut-être empêcher la fermeture et le dépôt de bilan de quelques organisations. Et si on veut sauver la MLS, il faut sauver la présente campagne parce que ça ne fait pas de sens de ne rien avoir cette année. Puis vous avez beau vous appeler Joey Saputo puis avoir les poches bien creuses ou M. Kraft, il n'y a personne dans l'aventure qui, malheureusement, est là pour perdre des millions. On sait que l'Impact, ça fait plusieurs années qu'ils sont déficitaires. Et imaginez qu'en saison complète, l'Impact a déjà perdu jusqu'à 10 millions par saison. 10 millions, quand tu as joué 2 matchs dans toute ta saison et que là, tu as quand même tes dépenses, tes frais d'opération, parce que le Stade Saputo, faut qu'il s'entretienne pareil, comprenez-vous? Donc, tu as les dépenses, mais il n'y a aucun revenu de billetterie qui rentre, il n'y a aucun revenu de concession, il n'y a aucun revenu de linge, de boutique souvenir, c'est le mot que je cherchais. Donc, comprenez-vous que c'est difficile. On ne peut pas juste dire, regarde, on s'en lave les mains, n'aura pas de saison. L'important, c'est les joueurs. Mais les joueurs, là, excusez-moi de vous le dire de même, là, mais il n'aura pas si il ne se passe rien, comprenez-vous? Donc oui, il faut faire attention. Oui, la priorité doit être la santé. 100% d'accord avec vous. Je respecte ça, j'estime ça et je pense que c'est la bonne décision. Mais moi, ce que je dis, si on peut garantir à l'association des joueurs qu'on évolue dans un contexte sain et sécuritaire, retirer toute trace éventuelle de contaminants, moi, je dis fine. Testons les joueurs régulièrement, isolons. Je pense que le protocole de la MLS, là, on ne se fera pas de cachette, il n'a pas été écrit sur le coin d'une table. Si vous avez vu, le protocole, il est énorme, il est strict, il est clair, il est précis, il est net, il y a les dispositions qu'il faut pour faire face à la situation présentement. Donc, pourquoi ne pas aller de l'avant dans la mesure où on peut garantir cette sécurité-là aux joueurs? Et là, je dis bien si on peut garantir cette sécurité-là aux joueurs. Parce que là, je ne veux pas que personne me mette des mots dans la bouche. Si jamais on n'est pas en mesure de garantir que les joueurs ne seront pas en contact direct avec le virus, on arrête ça là. On tire la plug. Moi, ce que je dis, le tournoi, oui, dans un environnement protégé, dans un environnement sain et sécuritaire où l'on peut veiller à la sécurité de tout le monde. Si vous m'arrivez et que vous me dites « Ouais, mais Jeff, il y a une marge d'erreur, puis il y a peut-être 10% des joueurs. » Non, arrête ça là. Moi, si tu n'es pas capable de me garantir que le joueur qui va rentrer sur ton terrain ne sera pas atteint en sortant de ton terrain, je veux rien savoir. Je veux rien savoir et je veux pas prendre de chance, comprenez-vous? Mais si vous me dites, Jeff, on prend les 26 équipes, sont testées avant d'embarquer dans l'avion, sont tous négatifs, ils ne l'attraperont pas dans l'avion, là. Ou encore mieux, si on y va en autobus, on les met dans le bus, sont tous négatifs, on a testé le site, l'ensemble du site, l'ensemble du personnel qui évolue sur le site pour la durée du tournoi est négatif.
négatif plus négatif, on mêle ça ensemble, ça ne se passera pas grand-chose. Mais il faut garantir, par contre, que le site est négatif, comprenez-vous? Et c'est sûr qu'il peut y avoir une marge d'erreur dans le résultat d'un joueur qui a été testé. Donc, c'est pour ça qu'il faut tester souvent les joueurs, le staff, le personnel d'encadrement des clubs et des formations. Donc, oui, il faut tester plus souvent pour être sûr du résultat, mais d'un autre côté, faut être sûr également du résultat pour arriver à de quoi de très bien. Donc, en terminant, je ne veux pas vous tanner avec ça. Je veux vous souhaiter un excellent week-end. Hein. Je suis vraiment content d'avoir été là avec vous toute la semaine, du lundi au vendredi. Je vous rappelle qu'Alfonso Davies, le bip-bip, 28 matchs, 3 buts, 4 passes décisives, vitesse de pointe 36,51. Comprenez-vous que lui, il traverse une zone scolaire, il pogne un ticket, là. Ça commence à être rapide en tabarouette. Recrue de l'année, donc, pour le jeune Canadien. Wow! Tout un parcours pour Alfonso Davies qui n'a pas fini de nous impressionner encore une fois et qui continue à très bien se développer sur la scène internationale. Et je pense qu'on risque de voir des grandes choses au Bayern, encore une fois, au cours des dernières années. C'est une domination nette. C'est la naissance d'une dynastie, je pense, après autant de victoires et un parcours aussi glorieux. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre à rien de moins que de voir énormément de succès au Bayern pour les prochaines saisons. Donc là-dessus, je tire la plug. On se donne rendez-vous lundi soir sur le coup de 20h pour une nouvelle édition du podcast BBN. Si vous avez aimé cette semaine, n'hésitez pas à aller partager. Nicolas nous dit « Ça ne fonctionne pas l'environnement contrôlé. Phillies, Jays, je crains que les Américains fassent tout chier. » C'est pas fou, Nick. Mais moi, j'espère. J'espère qu'on va réussir à avoir cet environnement-là contrôlé et qu'on va réussir à offrir aux joueurs de tous les clubs, là, pas juste de l'Impact, un milieu sain et sécuritaire. Et moi, je vous le dis, puis je le répète, puis regarde, on fait des podcasts depuis le début de la saison. On a fait soccer, pas soccer. On va être là, nous autres, on va être avec vous autres, puis on va vous en jaser de l'Impact. Mais on a tout hâte de voir les joueurs sur le terrain. On a tout hâte de voir les 11. Mais sincèrement, la santé de ces joueurs-là, de ces jeunes athlètes-là et de ces plus vieux-là aussi, doit être la priorité avant toute décision économique. Mais je pense que dans la mesure où on peut garantir une innocuité, allons de l'avant puis arrêtons d'attendre que tout soit parfait parce que les conditions idéales et parfaites, ça n'arrivera jamais. Donc là-dessus, je tire la plug. Bon week-end, amusez-vous, ayez du fun. Il fait beau, encore une fois, journée très très chaude. Et on se retrouve lundi soir.